cyberspace is a world that we depend on every single day. Nous sommes littéralement cernés par Internet. Ce réseau a un côté mystique, sans frontières, ni signature. On parle ici d'un réseau majeur sur lequel repose chaque jour la vie de 2 millions de personnes. It's the classified military and intelligence networks that keep us safe, and the massive grids that power our nation. Il suffit d'un clavier pour pirater et détruire des systèmes qui sont censés protéger des données ou une infrastructure. Quelle est l'ampleur du problème? Combien y a-t-il de tentatives d'infiltration au niveau des réseaux militaires, gouvernementaux? Des milliers chaque jour. Ils essaient d'obtenir des informations sur nos systèmes d'armement, nos plans, nos modes opératoires. Et ils les obtiennent? Oui, absolument. Nos alliés sont visés, nous sommes visés. Nous n'avons plus besoin de preuves pour savoir que nous sommes victimes. La menace qui pèse sur la cybersécurité américaine peut prendre de nombreuses formes et venir de partout, en une seconde, brusquement, sans prévenir, à l'image de l'attaque majeure lancée sur l'industrie énergétique en 2009. Son nom de code, Night Dragon. Une opération de cyberespionnage perpétrée contre au moins 8 multinationales pétrolières et gazières par des hackers qui savaient précisément ce qu'ils cherchaient. Ils s'intéressaient à des données très sensibles, comme les négociations concernant l'exploration, les enchères des nouveaux champs pétrolifères ou gaziers, ce qui représente des milliards de dollars entre les mains d'un concurrent. Dmitri Alperovitch dirige le centre d'études sur les menaces à McAfee, un éditeur de logiciels antivirus. Quand Night Dragon a frappé, il a été appelé à la rescousse. Quelles furent les réactions de ces entreprises quand elles ont su qu'elles avaient été piratées? Le choc a été énorme. Très peu s'attendaient à rencontrer ce type d'adversaire. Cet adversaire, ils le découvrirent vite, c'était la Chine. Ce n'était pas la première fois que des Chinois s'attaquaient à des avoirs américains. Les cyberespions chinois avaient déjà été accusés d'infiltrer les cabinets gouvernementaux, de s'emparer des codes sources des plus grandes compagnies technologiques et de plans d'armement secrets de l'industrie militaire. Des hold-ups audacieux, dotés chacun d'un nom de code. Ghostnet. Ghostnet, le lien avec les hackers chinois est clair. Opération Aurora. Ici aussi, tout indique qu'il s'agit des Chinois. Night Dragon. La connexion chinoise est évidente. Les techniques pour infiltrer les systèmes présentent des similitudes. L'une d'elles a pour nom pêche au harpon. Elle permet aux hackers de piéger les cadres des entreprises en leur envoyant des mails personnalisés conçus pour libérer le logiciel malveillant dès l'ouverture. Vous ne savez pas que quelque chose est apparu dans votre ordinateur qui permet à votre concurrent de vous observer en temps réel. Cette marque de fabrice chinoise fait partie d'une offensive lancée contre les intérêts américains il y a 10 ans. Au Centre des études stratégiques et internationales, Jim Lewis traque les cyberattaques. En seulement quelques années, il a dénombré 70 agressions majeures contre les États-Unis, dont la moitié porte une signature chinoise. D'après vous, qu'est-ce qui a été ou aurait été dérobé jusqu'ici? La question est plutôt qu'est-ce qui n'a pas encore été dérobé? D'accord, alors qu'est-ce qui n'a pas été dérobé? Ça veut dire que tout a été volé? Je pense malheureusement que c'est la réalité. Je parle des données relatives à l'armement nucléaire, aux bombardiers furtifs, aux sous-marins, à l'industrie aéronautique de pointe, au programme spatial, aux compagnies pétrolières. La liste n'en finit pas de s'allonger, c'est tout simplement hallucinant. En 2009, l'opération Aurora dépassa toutes les précédentes. Des hackers, que l'on supposait basés en Chine, envoyèrent des mails infectés aux employés de dizaines d'entreprises américaines, y compris Google. Quelles informations ont été dérobées? L'activité de ces sociétés informatiques repose sur les codes qui assurent leur fonctionnement. Et dans ce cas, beaucoup de ces codes ont été exfiltrés. Les pays et les individus impliqués dans les cyberattaques devront répondre pénalement de leurs actes. Le gouvernement américain n'a pas désigné publiquement les Chinois. Mais en privé, les choses ont été différentes. Dans ces communiqués révélés par Wikileaks, les officiels américains accusent le gouvernement chinois et l'armée de libération du peuple d'infiltrer les avoirs américains, y compris Google. Si vous regardez qui sont les hackers chinois, vous découvrez des individus, des compagnies, des agences gouvernementales qui agissent seuls pour leur compte. Et puis vous découvrez l'armée de libération du peuple et les services secrets.
Nous avons posé la question au porte-parole du ministre des Affaires étrangères, Hong Lei, qui ne reconnaît aucun piratage commandité par l'État. Le piratage informatique est un problème international dont la Chine est la première victime. L'associer au gouvernement chinois est une attitude irresponsable. La population chinoise est de plus en plus instruite et animée d'un solide sentiment patriotique. Dans une nation où le nombre d'internautes dépasse celui de la population américaine, la rivalité croissante avec les États-Unis motive des dizaines de milliers de hackers. Wan Tao en fait partie. On visait des cibles américaines, évidemment. Je me souviens de l'attaque lancée sur le site de la US Navy. Wan est considéré comme le chef de file de la communauté des hackers chinois. On trouvait la diplomatie chinoise trop faible et on se disait qu'il fallait être un peu plus virulent. Alors on a décidé d'exprimer nos opinions sur Internet. Wan prétend avoir infiltré les réseaux informatiques des agences gouvernementales américaines. Il appartient à la China Eagle Union, un groupe de 10 000 hackers qu'il a fondé en 2001. China Eagle n'a aucun lien avec le gouvernement chinois. Nous agissons en dehors du système. Mais nos fichiers électroniques sont sous haute surveillance. Beaucoup d'observateurs pensent que ces hackers opèrent sur ordre supérieur. La capacité de la Chine à pirater les avoirs américains remonte aux années 1990 et, ironie du sort, avec l'aide des États-Unis. À cette époque, l'écrivain Ethan Gutmann travaillait pour la Chambre de commerce américaine à Pékin. Les conséquences de cette technologie... Selon lui, les compagnies américaines comme Microsoft, Symantec et Network Associates, pressées de pénétrer le marché chinois, furent contraintes de transmettre leur savoir technologique. En gros, si vous travaillez en Chine... Vous devez céder vos droits de propriété intellectuelle au gouvernement pour y participer. Absolument. Et toutes les compagnies occidentales qui travaillent en Chine ont réalisé que certains de leurs employés chinois... les volaient. Ils les volaient, dévoilaient des données, présentaient des rapports. Selon Gutmann, la Chine aurait recueilli des codes sources et des virus qu'elle utilise contre son propre peuple. Ils piratent les systèmes des gens et comme ça, ils peuvent les surveiller. Une association pour la défense des droits de l'homme a récemment poursuivi en justice le géant de l'informatique Cisco, affirmant qu'il avait conçu un réseau de surveillance en collaboration avec le Parti communiste chinois. Cisco dément l'accusation et dit qu'il ne personnalise ses produits d'aucune manière qui pourrait faciliter la censure ou la répression. Au début des années 2000, Cisco a connu une forte correction des marchés aux États-Unis. C'est la Chine qui l'a sauvé. Gutmann est convaincu que les Chinois ont adopté la technologie américaine et l'ont retournée contre les États-Unis. Disons que nous sommes dans une situation moins favorable qu'eux. C'est aussi simple que ça. Autrefois, la Chine ne pouvait pirater les États-Unis que depuis l'autre bout de la planète. Aujourd'hui, les spécialistes de la sécurité craignent que les Chinois implantent directement des logiciels espions dans les systèmes qu'ils exportent. Chez Harris Corporation, les ingénieurs examinent les produits électroniques et les logiciels étrangers destinés aux agences fédérales. La plupart des membres du gouvernement américain viennent nous voir pour nous demander de créer des réseaux sécurisés dans lesquels ils peuvent avoir confiance. Le général en retraite, Dale Myrose, dirige le cyberdépartement de Harris. Ces ingénieurs sont entraînés pour repérer les codes nuisibles implantés lors de la fabrication. Cela signifie qu'un logiciel qui provient d'une société américaine installée à l'étranger peut représenter des risques. Oui, ils utilisent des logiciels bon marché qui comportent des vices cachés. Seulement, ces logiciels ne sont pas chers, ils sont simples d'utilisation. Ils sont emballés, sans vérification, prêts à l'emploi. Selon Myrose, 90% des virus détectés par ces techniciens étaient dus à de simples erreurs. Mais 10% au moins avaient été implantés à des fins compétitives ou pour espionner la concurrence. Apparemment, il y a ici une forme de compromis. Une grande partie des sociétés s'installent à l'étranger afin de baisser les coûts de fabrication, entraînant la baisse du coût de la technologie. Tout à fait. Vous pensez que nous prenons trop de risques uniquement au nom de l'argent? Pour un pays, ma réponse est oui. Je pense que c'est une question de sécurité nationale, parce qu'aux États-Unis, nous avons tendance à nous imaginer à la pointe de la technologie dans tous les secteurs, alors que nous sommes en retard dans de nombreux cybersecteurs. En Chine ou aux États-Unis, les hackers deviennent toujours plus audacieux, plus agressifs. Les petites sociétés, les grosses compagnies, Oui. Est-ce que tout le monde est protégé? Non, personne.
Sur plus de 620 000 mètres carrés, avec 23 000 employés civils et militaires, le Pentagone est considéré comme le symbole de la défense américaine. Pourtant, en 2008, cette gigantesque forteresse des temps modernes a vu l'un de ses réseaux informatiques infecté par un minuscule dispositif. Une clé USB contenant un virus informatique fut insérée dans un ordinateur portable militaire par un service de renseignement étranger. Le code malveillant s'est répandu, ouvrant la porte du réseau secret défense aux pirates. Pour le ministère de la Défense, cette faille a constitué une véritable sonnette d'alarme. Nous faisions très attention à protéger nos réseaux, mais je pense que nous ne savions pas à quel point nous étions vulnérables. Pour William Lynn, ministre adjoint de la Défense américaine, la véritable cybermenace est celle qui se profile à l'horizon. Vous pensez qu'un cyber 11 septembre ou un cyber Pearl Harbor sont possibles? Les Américains doivent comprendre que la cybermenace est encore perfectible. Nous avons connu des vols de données, de propriété intellectuelle, des dégradations de réseaux, mais très peu d'attaques réellement destructrices. Seulement aujourd'hui, les outils sont là et la menace est réelle, quasi inévitable. Lynn pense que le véritable challenge aujourd'hui est de protéger le réseau d'énergie électrique, d'alimentation en eau, de transport. Tous fonctionnent grâce à des systèmes de contrôle industriels. Des ordinateurs conçus à l'origine pour être indépendants, mais qui sont aujourd'hui connectés à des réseaux sophistiqués afin d'assurer une maintenance à distance. Et quand ces systèmes s'enrayent, même accidentellement, les conséquences peuvent être dramatiques. Une rame de 6 wagons en percute un autre. En 2009, 2 rames de métro sont entrées en collision à Washington, D.C., entraînant la mort de 9 personnes parce qu'un système automatisé n'avait pas détecté la présence d'une autre rame sur la voie. Un an plus tard, un pipeline de gaz naturel explosa à San Bruno, en Californie, faisant 8 morts. Au lieu de stopper la fuite, le système l'aggrava, provoquant une augmentation de la pression qui conduisit à l'explosion. Les 2 incidents sont dus à une erreur humaine et non pas à des hackers ou à des terroristes. Mais imaginez que quelqu'un contamine délibérément des systèmes aussi vitaux qu'une plateforme pétrolière, une centrale nucléaire, ou provoque un immense blackout. Pour Joseph Weiss, le risque est évident. Mais à quel moment? Nos systèmes ne sont simplement pas adaptés à la cybersécurité. Point. Weiss est un expert des systèmes de contrôle industriels et de leurs défaillances. Ils n'ont pas été sécurisés parce qu'on n'a jamais imaginé qu'on voudrait les infiltrer un jour. Il n'est jamais venu à l'esprit de personne que quelqu'un pourrait vouloir provoquer des dégâts dans une raffinerie ou provoquer une erreur d'aiguillage. Non, patiemment. L'idée n'était pas d'empêcher quelqu'un de mal intentionné d'agir, mais éviter de commettre involontairement une faute. Nous avons concentré nos efforts sur la protection de nos systèmes contre ce type d'erreur, et ainsi nous les avons rendus encore plus vulnérables. Certaines personnes diraient que vous êtes alarmiste et qu'il est impossible de pénétrer aussi facilement un système de contrôle. C'est le cas? Non. C'est un jeu d'enfant. Nous avons vu des situations où des personnes malveillantes ont réussi à infiltrer des réseaux de surveillance du trafic dans des zones urbaines majeures, de changer la signalisation, modifier la séquence des feux. Voici notre programme de surveillance. Sean McGurk est directeur d'un organisme national chargé de la cybersécurité. Cette installation secrète, située à l'ombre du Capitole, est prête à réagir à une cyberattaque d'envergure. Les caméras sont rarement autorisées à pénétrer ici. Pendant notre visite, les lumières rouges n'ont pas cessé de s'allumer, rappelant aux analystes de ne dévoiler aucun renseignement classé secret. Mais nous avons pu nous rendre compte en temps réel de ce que représentait la cybermenace. Nous utilisons les données de détecteurs pour contrôler les actes malveillants qui peuvent survenir dans les agences fédérales ou les ministères. Ce type de graphique reflète ce qui se passe sur la base d'une heure, voire d'un quart d'heure. Quel est votre sentiment sur une cyberattaque lancée sur les infrastructures vitales du pays? Pensez-vous qu'elle soit inévitable? Aussi intelligent et réactif que nous pensons l'être, il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui est en avance d'un coup. Quelqu'un qui guette la faille. Alors que le cyber-réseau se développe et devient de plus en plus élaboré,
le ministre adjoint William Lynn estime que les tentatives d'infiltration se multiplient. Combien y a-t-il de tentatives d'infiltration au niveau des réseaux militaires et gouvernementaux? Elles sont permanentes. C'est un milieu très dynamique. Vous voulez dire des milliers par jour? Oui, absolument, des milliers tous les jours. Qu'est-ce qu'ils tentent d'obtenir? Des informations sur nos systèmes d'armement, nos plans, nos modes opératoires. Ils y parviennent? Oui. Vraiment? Oui, ils y parviennent. Nous savons que des plans de systèmes d'armement et des données cruciales ont été perdus au cours de ces dernières années. Les États-Unis représentent probablement la première cible pour les cybercommandos, mais ils ne sont pas les seuls. Dans le centre de l'Iran, aux portes du désert, se dresse une enceinte qui représente l'une des menaces les plus sérieuses pour la sécurité des États-Unis et de ses alliés. Il s'agit de l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz, largement soupçonnée d'être au cœur du programme d'armement nucléaire iranien, aussi ambitieux qu'énigmatique. Avec ses 10 hectares sous haute sécurité, ses installations parfois enterrées à 8 mètres sous terre, Natanz était une forteresse impénétrable. Mais en 2009, ces murs épais se sont fissurés. Une bombe? Non. Un simple virus informatique baptisé ultérieurement Stuxnet. On a tout de suite compris qu'il s'agissait d'une attaque différente. Et quand on a commencé à fouiller et qu'on a découvert ce que c'était, le choc a été énorme. Liam Omurkiw est chasseur de virus chez Symantec, une société de sécurisation des données. Il a été l'un des premiers ingénieurs à repérer Stuxnet. Et il a dirigé l'équipe qui a analysé le virus. Ce qu'ils ont découvert est la cyberarme la plus sophistiquée jamais utilisée. Une déclaration de guerre codée. Que s'est-il passé quand vous l'avez découvert? On était sous le choc. La cible aurait très bien pu être une installation américaine ou plusieurs installations à travers le monde. Il fallait qu'on découvre aussi vite que possible qui était visé et ce qui avait changé. On était dans une spirale d'énergie, un état d'excitation incroyable. La pression était forte? Oui. Stuxnet a été le catalyseur du changement, parce qu'il était capable de frapper des cibles à distance avec une précision étonnante. Dans les centrales nucléaires, l'uranium est accéléré à grande vitesse dans des centrifugeuses et enrichi pour générer de l'énergie. Si l'accélération imprimée est suffisamment longue, il peut être utilisé pour l'armement nucléaire. Stuxnet a affolé les centrifugeuses iraniennes, jusqu'à ce qu'elles deviennent incontrôlables et se brisent. Il était arrivé quelque chose de vraiment grave et les Iraniens ignoraient ce que c'était. David Albright est physicien nucléaire. Il a travaillé en étroite collaboration avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. En fait, ces longs cylindres en aluminium ont simplement éclaté. Oui, de l'intérieur. Quel bruit cela a-t-il fait? J'imagine un bruit assourdissant comme une explosion. Les enregistrements de surveillance récupérés par l'Agence internationale de l'énergie atomique confirmeront les dégâts. Vous vous êtes rendu à Natanz? Oui. Et vous avez inspecté les lieux? Oui. Olli Heinonen est l'un des anciens directeurs adjoints de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il a inspecté Natanz en 2009 et estimé que Stuxnet avait endommagé pratiquement un quart de ses 9000 centrifugeuses. Une fois que la centrifugeuse est détruite, on ne peut pas la réparer. On n'a plus qu'à s'en débarrasser. Comme vous le savez, les sanctions sont lourdes. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus acheter ces matériaux. Heinonen estime que le programme iranien a été retardé de 6 mois et que les projets d'accroissement de la production ont été paralysés. Tout cela à cause d'un virus à la redoutable efficacité. Il le contrôlait, il l'améliorait en permanence pour le rendre toujours plus performant. La complexité de Stuxnet était stupéfiante. Son secret repose dans sa programmation, incroyablement minutieuse. C'est un virus massif, 20 fois plus important que la plupart des logiciels malveillants. Mais alors même qu'il tentait de le percer, son mystère ne cessait d'augmenter. Nous ne savions pas qui se cachait derrière Stuxnet. Quand Omurkiw et son équipe de détectives informatiques ont commencé à remonter sa piste, Stuxnet était lâché dans la nature depuis plus d'1 an et se répandait en silence sur les réseaux mondiaux. Mais sa destination finale demeurait un mystère.
Vous avez pu suivre la programmation de Stuxnet comme une maladie? Oui, tout à fait. D'après les informations recueillies, nous avons pu déterminer la provenance de chaque infection et savoir comment elle s'était propagée. Pour remonter à leur origine, nous avons recueilli le plus grand nombre d'échantillons possibles de Stuxnet. Cela nous a permis de dresser une carte, un peu comme une carte d'épidémiologie. C'est ce que nous avons ici. Omurku et son équipe découvrirent que le virus visait une cible spécifique. Les automates programmables industriels, ou API, fabriqués par le groupe allemand Siemens. Ces dispositifs sont utilisés dans les usines pour gérer les processus industriels et contrôler les réseaux d'énergie électrique partout à travers le monde. Stuxnet recherchait des mouchards reliés à des centrifugeuses d'uranium, selon une configuration qui n'existait que dans un seul endroit sur Terre, Natanz. À de nombreux égards, Stuxnet constituait une première, mais la grande nouveauté est qu'il nous a mis face à une menace capable de modifier des processus industriels ou le fonctionnement d'une usine. À la fin de 2010, le président iranien Mahmoud Ahmadinejad en personne confirma que des ennemis avaient pénétré Natanz à l'aide d'une cyberarme. They succeeded in creating problems for a limited number of our centrifuges with the software they'd installed in electronic parts. They did a bad thing. Mais qui sont-ils? Ce ne sont pas des pirates informatiques lambda, ni un groupe terroriste quelconque. C'est une équipe extrêmement bien organisée, dotée de moyens financiers et d'informations spécifiques. Nous avons demandé à William Lynn, ministre adjoint de la Défense américaine, si les États-Unis avaient un lien avec cette affaire. Les États-Unis étaient-ils impliqués dans la création et la transmission de Stuxnet? Il est difficile de faire le moindre commentaire sur le sujet avant la fin de l'enquête. Je ne vous demande pas si vous pensez qu'un autre pays était impliqué. Je vous demande si les États-Unis et le ministère de la Défense étaient impliqués. Ce n'est pas une question à laquelle nous sommes en mesure de répondre actuellement. Si les officiels américains n'offrent aucun indice, Stuxnet les a fournis. Et ces indices ont pour nom Israël. Il y a un code qui s'appelle Myrtus, un autre Guava. Dissimulé profondément dans sa séquence de code se trouve une référence biblique tirée du livre d'Esther, l'histoire d'un complot destiné à anéantir les Juifs en Perse. Et il révèle aussi un autre indice, une suite de chiffres, 1979-05-09, qui se trouve être le jour où Habib El-Ghanian, un juif iranien accusé d'être à la solde d'Israël, a été condamné à mort par un tribunal révolutionnaire islamiste. Ces indices étaient-ils une façon pour Israël de revendiquer la paternité du virus Stuxnet? CNBC a rencontré un ancien officiel du ministère de la Défense israélien qui a refusé d'apparaître à l'écran et nous a révélé que Stuxnet était le résultat d'une coopération israélo-américaine. Il visait des cibles très spécifiques. Certains l'ont considérée comme une arme noble parce qu'elle est parvenue à anéantir uniquement la cible désignée sans provoquer de dommages collatéraux. Si on comparait Stuxnet à un revolver, alors ce serait un revolver conçu pour atteindre une seule cible et rien d'autre. Stuxnet a permis d'entrer dans des programmes et de les détruire sans provoquer de perte humaine. Impossible ensuite d'accuser qui que ce soit, comme ce serait le cas avec une attaque militaire. Tout va bien alors? Dans cette perspective, oui. Mais ce qui empêche aujourd'hui les experts de dormir est l'arrivée inévitable de Stuxnet 2.0 dans un avenir proche, si l'on s'en tient au rythme de l'évolution de la cyberguerre. Le virus est victime de sa courte espérance de vie. Le 24 juin 2012, Stuxnet s'est autodétruit et a disparu de tous les ordinateurs infectés. Times Square, New York. 360 degrés de surcharge sensorielle. Un barrage de lumière, de musique, de circulation. Et aussi de quelque chose de beaucoup moins apparent. Des torrents invisibles de données qui flottent autour de vous, silencieuses, indétectables, pour la plupart personnelles, et offertes sur un plateau. Si vous ne pouvez pas les voir, ces deux hommes y parviennent. Il y a tellement de données sur tous ces appareils, et avec autant de gens, je pense qu'on peut récupérer un maximum d'informations. John Herring et Kevin Mahaffey ne sont pas des cyberagresseurs, mais des cyberprotecteurs.
cofondateur de Lookout, une société qui fabrique des instruments de sécurité pour les téléphones portables. Ils ont élu domicile dans une chambre d'hôtel située à quelques pas d'une rue bruyante. Ce qu'on voit ici est une quantité massive d'informations. C'est complètement dingue. À l'aide d'un simple ordinateur portable, d'une antenne à $50 et de logiciels gratuits disponibles en ligne, il nous démontre la facilité avec laquelle il est possible de pirater des réseaux supposés sécurisés. Pendant que j'étais en train de surfer, Kevin a réussi à entrer sur mes comptes Twitter et Facebook. On a tweeté au nom de John. Vous pouvez entrer sur le compte de n'importe qui s'il n'est pas crypté. Mais quel est le danger réel ici? Quelqu'un pirate votre compte Twitter et après? Je pense que c'est un très bon exemple. On a ici des tonnes d'informations. On peut lire les emails et donc connaître des informations bancaires, des données sensibles sur des transactions. Vous voulez dire que la technologie évolue trop vite et que la sécurité ne suit pas? Oui, et la conscience de l'utilisateur non plus. Souvent, il y a des systèmes de sécurité, mais les gens ne savent même pas comment les mettre à jour. Ce qui signifie que les pirates ont pris l'avantage. Disons que ce n'est pas très compliqué de trouver une faille, et il suffit d'une seule. Avec près de 75 000 réseaux Wi-Fi, les États-Unis offrent un nombre de failles infinies pour les hackers et les cyberescrocs comme Max Butler. Le piratage informatique est extrêmement tentant. En 3 ans, Butler et un complice ont volé presque 2 millions de numéros de cartes de crédit sur des réseaux bancaires et d'affaires, accumulant 86 millions de dollars de bénéfices frauduleux. Ils purgent en ce moment une peine de 13 ans de prison. La plupart des systèmes ont été très faciles à infiltrer. En général, les protections sont faibles. Il y aurait un sacré boulot à faire pour sécuriser nos institutions financières. Elles ressemblent à du gruyère. Le virus a frappé partout à travers le pays. Mark Peterson en a été victime. En mai 2009, le compte de la société familiale Patco Construction a été vidé par des cyberescrocs. Plus d'un demi-million de dollars s'évanouirent dans la nature. Mon directeur financier m'a appelé et m'a dit « Quelqu'un a transféré de l'argent depuis notre compte, apparemment des centaines de milliers de dollars. » En réalité, il s'agissait de 588 000 $ qui avaient été transférés sur des comptes différents, partout à travers le pays. Ensuite, ils ont utilisé nos autorisations d'emprunt. Ces types ont été arrêtés, ce sont des escrocs. Ils ont pris tout notre argent et emprunté à notre nom. Patco a été la dernière victime du virus informatique nommé Zeus, qui visait une cible unique, les institutions financières. C'est incroyable ce qui s'est passé à l'ère informatique. Aujourd'hui, la vitesse des transactions a augmenté. Seulement, les dispositifs de sécurité n'ont pas suivi. Il y a un énorme fossé. Dans les entreprises américaines, Zeus a été responsable de centaines de millions de dollars de pertes. Il frappait au niveau des transferts automatiques sur les comptes bancaires. Le vol était réalisé en temps réel, moins d'une seconde. Don Jackson fut le premier à identifier le virus en 2007. Il était incroyablement efficace et simple à utiliser. Il s'est répandu partout. Il y a eu des versions bon marché, et même gratuites. Vous voulez dire que toutes les entreprises sont vulnérables? Les petites sociétés, les grosses compagnies? Oui. Est-ce que tout le monde est protégé? Non, personne. Don Jackson est directeur de l'unité de renseignement chez Dell SecureWorks, une société basée à Atlanta qui détecte 13 milliards de cybermenaces chaque jour. Voici notre centre d'opération. La tâche est monumentale. Ils doivent passer au crible des séquences de lettres et de chiffres apparemment aléatoires et reconnaître parmi elles une cyberattaque. D'après lui, Zeus est diabolique et brillant. Si je consulte mon compte, est-ce que je peux savoir s'il est infecté et si Zeus est en train de le vider? Non. Je ne verrai rien. Non, Zeus est tellement sophistiqué que pendant que vous réalisez vos opérations bancaires en ligne, il peut transférer votre argent sur un autre compte en retrait. Vous ne verrez pas les transactions. On ne vous demandera pas de les valider. Vous ne remarquerez même pas la chute de votre solde. Et après, je recevrai mon relevé et ce sera le choc. Il n'y aura plus rien. Exactement. Ce qui rend Zeus encore plus dangereux est que, comme un virus, il peut muter. Il s'immunise alors contre les cyberdéfenses qui tentent de l'anéantir. D'après nos conseillers en sécurité, nos logiciels de protection étaient parfaitement adaptés à une petite entreprise comme la nôtre. Sauf qu'aucun de ces logiciels n'a réussi à empêcher Zeus et certains systèmes de pénétrer dans nos ordinateurs.
Il n'y avait pas de version identique. Chaque nouvelle version était dotée d'une nouvelle fonctionnalité qui était destinée à un seul but, vider des comptes. Zeus n'est qu'un virus parmi la multitude d'outils de piratage qui ont permis le vol d'une quantité stupéfiante d'informations dans des sociétés étroitement protégées. Les systèmes de sécurité d'une société de marketing au service de certaines des plus grosses entreprises du pays. Ces dernières années, les cybermalfaiteurs ont dérobé des quantités impressionnantes de données personnelles dans des sociétés comme TJX et le géant mondial de la sécurité RSA, où environ 40 millions de jetons sécurisés utilisés pour accéder à des entreprises sensibles et des réseaux gouvernementaux ont été compromis. En avril, Sony a admis que les bases de données de sa célèbre PlayStation avaient été infiltrées. Près de 80 millions de joueurs de PlayStation pourraient être victimes de vol d'identité. Comment les hackers utilisent les numéros de carte bancaire et les données volées? Beaucoup terminent ici, sur le marché souterrain du cybercrime, une économie estimée à 5 milliards de dollars, où marchandises volées et services illégaux s'achètent, se vendent et se négocient. Tout se fait au vu de tout le monde. Oui, c'est un business, et un business doit faire de la publicité. Les marchandises et les services sont disponibles, faciles à trouver, à explorer. Nous avons découvert des numéros de cartes de crédit impliquant des vols d'au moins 15 millions de dollars, des numéros de sécurité sociale à vendre, des petites annonces pour aider les hackers, désireux d'externaliser leurs délits, à trouver des gens en quête de virus et des mules pour blanchir l'argent volé. L'activité de ces gens est tellement transparente. Comment peut-on légalement offrir ces services pour infester 1000 ordinateurs contre une somme X? Ils sont très prudents dans leur manière de s'exprimer. Ils disent « Vous ne pouvez pas prouver que le type qui me l'a acheté, qui la plupart du temps est anonyme, allait l'utiliser pour faire une chose pareille. Vous ne pouvez pas prouver que j'étais au courant. » Toutes les informations qui sortent d'ici ont une valeur si elles se retrouvent entre les bonnes mains. Exactement. Tout le monde est vulnérable. C'est le jour de l'indépendance en République d'Estonie, un petit pays qui fait à peine la taille de l'État du Maryland. Peut-être l'un des endroits au monde les moins susceptibles de faire retentir l'alarme de la cyberattaque, tant redoutée par les États-Unis. À Tallinn, dans la capitale, même les températures polaires n'empêchent pas les Estoniens de venir honorer leurs troupes, devenus les garants d'une liberté après la chute du rideau de fer en 1990. Il règne ici une fierté nationale perceptible jusque dans les défilés et les entraînements militaires. Mais au même instant, d'autres Estoniens se préparent à livrer une autre bataille dans le cyberspace. Les criminels peuvent se trouver n'importe où dans le monde et nous attaquer. En Estonie, comme aux États-Unis, Internet constitue la colonne vertébrale de la nation. Des agences gouvernementales aux télécommunications, en passant par les réseaux d'alimentation électrique et les systèmes bancaires. La République est tellement câblée qu'on la surnomme Estonia. Ici, le haut débit est à chaque coin de rue et c'est gratuit. Les Estoniens peuvent payer leurs impôts et même voter pour leur président en ligne. Mais en 2007, cette nation à la pointe de la technologie est tombée sous le feu de l'ennemi. L'agression a duré 3 semaines. Ce fut la première cyberattaque lancée contre une nation. Au Centre d'études internationales et stratégiques, Jim Lewis a suivi ces événements de très près. Ce type d'attaque contre une nation représentait une première. Pourquoi les États-Unis, un pays aussi important, s'est intéressé à l'Estonie? Parce que l'affaire a été considérée comme une sorte de signal d'alarme, un avertissement de ce qui pourrait nous arriver. Jusqu'où cela irait-il? Personne ne connaît les réponses. Le conflit est né avec la décision du gouvernement de déplacer une ancienne statue soviétique du centre de Tallinn. C'était en avril 2007. Le ministre
ministre de la Défense estonien, Jaak Aaviksoo, dirigeait les opérations depuis moins d'une semaine. Nous avons été confrontés à un conflit politique au sujet du déplacement de ce mémorial en dehors de la ville et de son installation dans un cimetière militaire, un endroit plus adapté pour pleurer les morts. L'affaire était apparemment bénigne, si ce n'est que la communauté russe estonienne l'a considérée comme un affront, une offense faite à la Russie. Au début, ils sont descendus dans la rue pour protester. Puis, ils ont répandu leur colère en ligne. Dans les chats en langue russe, des projets destinés à déstabiliser le réseau Internet estonien ont commencé à se tramer. Des ordres furent lancés d'inonder les sites web du gouvernement, de la police et des banques. L'idée était simple, paralyser le système par déni de service. Nous savions que les cybercrimes existaient. Nous connaissions les virus, les tentatives d'infiltration de nos réseaux sécurisés. Nous étions au courant. Seulement, personne ne peut parer à toutes les éventualités. Pour commencer, les sites du président et du Parlement estonien furent paralysés. Ils constituaient des cibles évidentes dans un pays où toutes les affaires sont gérées en ligne par le gouvernement. Dans les conflits modernes, les cibles ont changé. Aujourd'hui, ce sont le cerveau, le cœur et l'esprit des gens qui sont visés pour atteindre et déstabiliser notre pensée, nos croyances et nos valeurs. Le système bancaire estonien a disparu des écrans dans son intégralité. Il a été déconnecté du monde pendant plusieurs jours. Une attaque paralysante dans un pays où 99% des transactions financières reposent sur des systèmes informatiques. Les systèmes bancaires ne fonctionnaient plus, il n'y avait plus d'informations en ligne. Les gens commençaient à se poser des questions. Le gouvernement contrôle-t-il la situation? Si les attaques ne provoquèrent pas de catastrophe financière majeure, elles ébranlèrent la confiance du peuple. Les gens l'ont perçu comme une menace pour la sécurité nationale. Ce cyberlynchage était dirigé exclusivement contre le gouvernement estonien. Il n'a paralysé aucune infrastructure vitale. Nous nous sommes posé la question, si ces attaques coupent l'Estonie du reste du monde, devront-elles être considérées comme un acte de guerre? Le traité de l'OTAN signifie que si l'un de ses pays membres, comme l'Estonie ou les États-Unis, est attaqué, ses alliés ont pour obligation de riposter. Est-ce que les États-Unis, ou n'importe quel autre pays, s'est interrogé sur les mesures de représailles appropriées en cas d'attaque? Aujourd'hui, tout le monde tente de trouver la réponse à cette question terriblement délicate. Aux États-Unis, certains estiment qu'une cyberattaque majeure n'impliquerait pas forcément une riposte du même type, que ce ne serait pas clavier contre clavier ou geek contre geek, mais clavier contre F-16 ou missile de croisière. Et brusquement, les nations deviennent nerveuses. Depuis 2007, l'Estonie abrite le nouveau programme de cyber-recherche de l'OTAN, conçu pour entraîner les troupes à réagir à de futures attaques. La plus grande leçon que nous avons tirée de cette affaire est qu'il valait mieux se préparer à de petites attaques plutôt que d'attendre l'assaut majeur sans agir. D'après vous, il faudrait que les États-Unis subissent ce type d'agression pour que nous nous mobilisions ou renforcions notre stratégie? De plus en plus de gens le pensent. Je serai peut-être le dernier à Washington, mais je persiste à croire que nous pouvons devancer la catastrophe. Beaucoup d'analystes estiment que nous ne prendrons les choses au sérieux qu'après une attaque d'envergure. J'espère qu'ils se trompent. Sur un champ de bataille où les frontières n'existent plus, nous restons prisonniers de la haute technologie et de nos angoisses les plus profondes.